Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Lisa Saint-Jour, ancienne sportive de haut niveau en nage avec palme et aujourd'hui conseillère en naturopathie. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont permis de faire cette présentation. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui de la naturopathie chez le sportif car c'est un thème qui me tient tout particulièrement à cœur au vu de mon parcours personnel d'ancienne sportive. Alors la présentation se fera en deux parties. J'aborderai tout d'abord qu'est-ce que la naturopathie et ensuite nous verrons ensemble une mise en pratique dans l'accompagnement du sportif à travers des besoins spécifiques. Alors qu'est-ce que la naturopathie? L'origine du mot naturopathie vient de deux mots anglais, nature et path, que l'on peut traduire par le chemin de la nature. La naturopathie est reconnue par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1970 comme étant une médecine traditionnelle au même titre que la médecine chinoise ou l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne. Elle est définie comme un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Mais cette pratique est bien plus ancienne que cette référence, car elle est née dans la Grèce antique avec Hippocrate, père fondateur de la médecine occidentale, qui pose les bases et les concepts de cette médecine traditionnelle occidentale qui est la naturopathie. Une autre définition, donnée cette fois dans le Larousse médical de 2007, nous permet d'aborder l'objectif premier de la naturopathie. Elle est définie cette fois comme un ensemble de pratiques visant à aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. Elle repose sur une théorie selon laquelle la force vitale de l'organisme permet à celui-ci de se défendre et de guérir spontanément. Elle consiste donc à renforcer les réactions de défense de l'organisme par diverses mesures d'hygiène, que nous aborderons plus tard. Mais au-delà de ces définitions, la naturopathie est un art de vivre qui permet de prendre en main sa santé et de gagner en autonomie au quotidien. Hippocrate le disait lui-même, la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Le professionnel de la naturopathie est avant tout un éducateur de santé qui accompagne de façon personnalisée dans le but que chaque individu devienne acteur de sa santé. La naturopathie a avant tout un rôle de prévention. Cependant, elle peut aussi être utile en complément de la médecine conventionnelle, par l'apport de conseils d'hygiène de vie, un rééquilibrage alimentaire ou encore des techniques de gestion du stress. Elle est donc d'une grande aide dans la prévention, mais aussi dans l'accompagnement des troubles qui seraient déjà traités par la médecine conventionnelle. Le professionnel de la naturopathie agit cependant toujours en complémentarité avec l'allopathie, qui est notre médecine moderne, mais jamais en substitution de cette dernière. Alors, quels sont les fondamentaux de cette pratique? La naturopathie repose sur 5 principes, qui sont le vitalisme, qui fait référence à l'énergie vitale ou la force vitale d'un organisme, qui, à la condition qu'elle soit suffisante, donne la capacité à ce dernier de s'équilibrer, de s'auto-réparer. L'énergie vitale est le moyen par lequel l'organisme réagit et s'adapte aux contraintes de son environnement. Encore une fois, le but de la naturopathie est de stimuler cette force vitale pour permettre la régénération cellulaire. Ensuite, nous avons l'holisme, du grec holos, qui veut dire le tout. C'est la compréhension ou l'approche globale d'un individu. C'est la vision de la santé humaine sur tous ses plans, qu'ils soient physiques, énergétiques, émotionnels, psychiques ou sociaux. En naturopathie, tous les plans sont reliés et interdépendants. Et en cas de déséquilibre, il faudra rechercher à rééquilibrer chaque plan. Le causalisme, c'est la méthodologie de la naturopathie. C'est la recherche de la cause du déséquilibre ou du dysfonctionnement. La naturopathie s'intéresse avant tout aux facteurs déclenchants du déséquilibre. C'est un vrai travail d'investigation. L'humorisme, c'est la science des liquides organiques tels que la lymphe, le sang, les urines, le liquide intra- ou extracellulaire, la bile. C'est l'évaluation de la qualité de ces derniers, leur bonne circulation et leur bonne élimination. En effet, les humeurs sont les transporteurs de nos déchets afin de les éliminer.
Lorsque ces fluides sont équilibrés et de bonne qualité, les organes reçoivent les nutriments essentiels et peuvent éliminer ces déchets métaboliques. En cas d'encrassement de ces liquides, une auto-intoxication se déclare et s'ensuit les premiers déséquilibres. Le but de la naturopathie est de corriger les surcharges en toxiques de nos liquides, comme des pesticides, des métaux lourds, une accumulation de médicaments, mais aussi de corriger des carences en nutriments, vitamines, minéraux, enzymes, oligo-éléments, et de veiller à la bonne circulation de nos fluides. Enfin, l'hygiénisme, qui fait référence à l'hygiène de vie au sens large. C'est un ensemble de bonnes pratiques, comme l'hygiène alimentaire, l'hygiène physique, l'hygiène psycho-émotionnelle ou émonctorielle, qui fait référence aux organes chargés de nos éliminations. L'hygiénisme s'intéresse avant tout à notre mode de vie pour le rendre meilleur. Quels sont les outils et les techniques utilisées? En naturopathie, on dispose d'un ensemble de techniques naturelles qui permettent de maintenir ou de retrouver de la vitalité. Ces techniques sont complémentaires entre elles et seront choisies en fonction du statut de la personne et de ses besoins. Les 3 outils majeurs et de première intention sont l'alimentation, qui doit être adaptée selon la saison, la constitution, la vitalité, l'environnement de la personne. Elle fait référence aussi à des cures de revitalisation et de détoxification ou détox, qui vise à stimuler l'élimination des déchets, mais aussi à la micronutrition par l'apport de micronutriments spécifiques. Nous avons ensuite l'exercice physique, au sens du mouvement. Il s'agira là de lutter contre la sédentarité par une pratique adaptée, mais qui doit être régulière. Enfin, nous avons la gestion psycho-émotionnelle, pour retrouver ou maintenir un équilibre psychique et émotionnel grâce à des techniques de gestion du stress par exemple. Le professionnel de la naturopathie apporte des conseils pour prendre du recul, pour se détendre et si besoin, orienter vers un professionnel de la psychologie, de la psychothérapie, de la relaxation, sophrologie ou encore de l'hypnose. Ces 3 techniques majeures sont fondamentales. S'ajoutent ensuite 7 techniques complémentaires qui seront utilisées en fonction des problématiques et des besoins de chacun. Tout d'abord, la phytologie, qui est l'utilisation des plantes à travers la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémothérapie, qui est l'utilisation des bourgeons des plantes ou les élixirs floraux. L'hydrologie, qui utilise les vertus de l'eau selon sa température, selon la pratique de bain, l'application d'argile. Les techniques respiratoires, pour retrouver une hygiène des voies respiratoires. Les techniques manuelles, c'est-à-dire les massages de bien-être, qui vont permettre la détente par exemple. Les techniques réflexes comme la réflexologie plantaire ou palmaire, pour les plus connus, et qui consistent à effectuer des pressions qui permettent de rétablir l'équilibre général du corps. Les techniques magnétiques qui utilisent l'énergétique des aimants, des pierres. Les techniques vibratoires comme l'utilisation de la lumière, des couleurs, des sons. Mais en pratique, comment ça se passe? Toute prise en charge commence par un bilan de vitalité complet. C'est le premier rendez-vous qui permet de faire une photo, un état des lieux de la personne, à travers un entretien complet et l'observation de cette dernière. Ce bilan aboutit à la délivrance d'un programme personnalisé, une feuille de route qui reprend le ou les objectifs de la personne, préparer une compétition, prévenir des blessures, améliorer un état de fatigue, et les conseils personnalisés qui s'y rapportent pour mettre en place les changements. La personne est ensuite accompagnée par un suivi adapté dans la mise en place du projet. Qu'en est-il de l'accompagnement du sportif? Il s'agira d'établir un protocole sur mesure selon le sport et l'intensité pratiquée. Certains chercheront juste à booster leur performance, d'autres souhaiteront régler des problèmes liés à la pratique sportive comme des troubles digestifs, ostéo-articulaires, cutanés, fatigue, des infections à répétition, un manque d'entrain ou de motivation. Or, un des moyens à long terme d'être performant, c'est de prendre en compte l'hygiène de vie et l'alimentation. L'exercice physique se traduit par une augmentation de la dépense énergétique de repos qui va dépendre de la nature, de la durée et de l'intensité à laquelle l'activité est pratiquée. C'est une mise en mouvement qui comprend les activités de la vie quotidienne, mais aussi des activités physiques de loisirs. Le sport de compétition, lui, comprend la notion de performance qui fait référence à l'optimisation de toutes les fonctions physiologiques dues au processus adaptatif ou aux transformations qui surviennent dans l'organisme en réponse à l'entraînement, et grâce auxquelles les qualités physiques,
d'endurance, de force, de vitesse, de souplesse et de récupération, mais aussi de concentration, seront améliorés. Le cas du sportif est particulier, car on doit tenir compte à la fois de ses besoins spécifiques liés à son activité, mais aussi de son équilibre général pour garantir la performance. Le sportif a avant tout besoin de vitalité. Selon une approche globale, il faudra tenir compte de son hygiène de vie. Les conseils seront alors alimentaires, dans le but de revitaliser, combler des carences, reconstituer les réserves glucidiques, protéiques, minérales. On s'assurera aussi de la qualité du sommeil qui va être nécessaire pour aider l'organisme à se régénérer, de limiter au maximum l'apport exogène de toxiques en adoptant un mode de vie avec des choix raisonnés des produits consommés. On veillera aussi à l'état de ses émonctoires, c'est-à-dire de la disponibilité des organes principaux en charge des éliminations, comme le foie, les intestins, les poumons, les reins. Enfin, on s'assurera d'un équilibre au niveau de la sphère psycho-émotionnelle, de manière à mieux gérer le stress et maîtriser ses émotions. En effet, le stress est un facteur important de défaillance immunitaire. Il est donc nécessaire d'en diminuer la portée et de libérer l'esprit des terrains anxieux, inquiets et obsessionnels que l'on peut retrouver dans la population sportive. Qu'en est-il des besoins nutritionnels du sportif? Une alimentation équilibrée, variée et diversifiée, mais aussi adaptée à la pratique sportive, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, sont des conditions essentielles pour prévenir la fatigue, les blessures ou encore favoriser la récupération. La priorité pour le sportif est que son alimentation soit en quantité suffisante pour couvrir l'augmentation de ses besoins énergétiques dus à l'entraînement. L'alimentation doit donc répondre aux adaptations physiologiques de l'exercice. Elle est d'abord basée sur la prise suffisante d'aliments courants sous forme de repas et de collations. Mais il est nécessaire de penser également à la qualité de l'alimentation pour soutenir l'organisme soumis à des fatigues intenses de manière régulière. Les protéines, les lipides et les glucides peuvent être de qualité très différentes et leur assimilation pourra diverger en fonction de chacun. Les cellules musculaires vont nécessiter en priorité du glucose pour fonctionner, mais aussi de calcium, de magnésium, de potassium, de sodium, de vitamines, pour assurer le bon déroulement des différentes fonctions physiologiques et métaboliques, tout autant que leur réparation. L'assiette du sportif devra donc être adaptée en quantité, mais aussi en qualité, pour compenser et restaurer les pertes dues à l'effort physique. Quelles sont ces pertes? Il y a d'abord des pertes minérales, d'autant plus que l'effort est long. Un apport idéal en minéraux préviendra les fameuses crampes et permettra de prolonger l'effort. Il y a ensuite des pertes hydriques qu'il conviendra de prévenir par une bonne hydratation avant l'effort, mais aussi qu'il convient de restaurer après l'effort dans un but de réhydratation et de drainage des toxines. L'hydratation devra aussi se faire régulièrement tout au long de l'effort pour des exercices de longue à très longue durée. Il y a enfin des pertes énergétiques en sucre, glucose, en graisse, lipides ou acides gras et en protéines, acides aminés, tous surconsommés à l'effort et qu'il faudra apporter pour la formation et la restauration des stocks. Il s'agira également de limiter les excès qui pourraient être nocifs. Je pense notamment à l'accumulation des déchets issus d'une alimentation toxique et qui viendraient s'ajouter aux déchets produits pendant l'activité. Je pense aussi au processus inflammatoire de type physiologique qui, à faible dose, permettent la réparation des tissus endommagés à l'effort et qui constituent l'adaptation de l'organisme à l'entraînement. Une alimentation de qualité riche en acides gras polyinsaturés de type oméga 3, poissons gras et huiles végétales, notamment, pourront aider à maintenir le degré d'inflammation de l'organisme sous contrôle et éviter que ce processus évolue vers une chronicisation qui serait délétère avec une augmentation du risque de blessure ou un état de surentraînement. Une large place devra donc être réservée aux légumes et aux fruits pour leur apport en fibres, vitamines et minéraux. Du côté des protéines, elles pourront être animales et pour lesquelles on favorisera les œufs, les poissons gras, les viandes blanches, mais aussi des protéines végétales pour varier les apports. Il s'agira également de privilégier des glucides à index glycémique faible pour éviter les pics d'insuline
responsables d'hypoglycémie si l'activité est décalée par rapport à la prise alimentaire, et qui seront choisis parmi des céréales complètes ou semi-complètes, le riz, les pommes de terre, le quinoa, mais aussi des légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, qui seront en plus des sources de protéines. On ne négligera pas les lipides pour leur apport en bons acides gras, les oméga-3 anti-inflammatoires, et que l'on trouvera dans les huiles végétales à varier parmi les huiles première pression à froid, d'olive, de colza, de noix. Enfin, il est intéressant de penser aussi aux assaisonnements, avec les épices, les aromates, et aux aliments bénéfiques à l'équilibre de la flore intestinale, les produits fermentés. Ce sont ici de grandes règles qui sont bien évidemment adaptées aux besoins et problématiques de chacun, car il est important que l'organisme, soumis à des efforts importants, soit bien préparé, et ce à tous les niveaux, musculaire, nerveux, digestif, cutané, mais aussi mental. Mais au-delà des besoins nutritionnels spécifiques, le sportif est sujet à des déséquilibres amplifiés par la pratique régulière d'efforts intenses. Tout d'abord, le stress radicalaire. On l'appelle aussi stress oxydatif ou stress oxydant. Il s'agit d'une forme d'agression de notre organisme et plus précisément de nos cellules en réponse au processus de respiration, entre autres. Mais que se passe-t-il? Une partie de l'oxygène que nous consommons, environ 2 à 5%, échappe aux voies métaboliques habituelles qui produisent l'énergie pour se retrouver dans des réactions annexes dites radicalaires ou oxydantes ou oxydatives, au cours desquelles des radicaux libres se forment. C'est un phénomène normal et habituel. Mais c'est lorsque ces réactions radicalaires sont disproportionnées que cela peut entraîner des dommages structurels au niveau des cellules musculaires et des articulations, par exemple. En effet, ces molécules appelées radicaux libres sont instables et très réactives. Elles agressent les cellules de l'organisme, mais aussi le milieu extracellulaire dans lequel elles baignent. Dans le cadre d'un exercice physique, plus l'effort est soutenu, plus la production de radicaux libres sera importante, car les apports en oxygène s'accroissent fortement pour faire face à nos besoins en énergie. Mais quelle est la source de radicaux libres? Les radicaux libres proviennent de deux sources principales. Nos cellules elles-mêmes, lorsque nous respirons ou que nous pratiquons une activité musculaire, mais aussi de la maladie, de la vieillesse, de notre environnement, de notre mode de vie, avec le tabac, l'alcool, les pesticides, la pollution, le soleil, le stress, les aliments transgéniques. L'organisme possède ses propres systèmes de défense, appelés systèmes de défense antiradicalaires, pour nous protéger de ces attaques. Ces systèmes mettent en jeu des enzymes qui font appel à des cofacteurs que l'on appelle antioxydants, qui, grâce à de multiples étapes chimiques, permettent de désactiver les radicaux libres. Pour fonctionner, les systèmes de protection ont besoin de quantités suffisantes d'antioxydants que l'on trouve parmi les vitamines et les oligo-éléments d'origine alimentaire. L'état d'agression subi par notre organisme va dépendre à la fois des diverses agressions subies, comme le contexte de la pratique physique, le mode de vie par exemple, mais aussi de l'efficacité de nos systèmes de défense, c'est-à-dire de la capacité des enzymes à neutraliser ces entités réactives. En situation normale, en équilibre, l'organisme est capable de neutraliser ces radicaux libres grâce aux antioxydants dont il dispose si les éléments nutritifs nécessaires lui sont apportés en quantité suffisante par l'alimentation. En revanche, la situation devient anormale si la production de radicaux libres devient excédentaire et ou qu'il existe un défaut de neutralisation des radicaux libres, n'assurant plus la protection de l'organisme. Il y a alors oxydation de la cellule, en d'autres termes, nos cellules rouillent. Notre capacité à gérer le stress oxydatif dépend de nos gènes, nos systèmes propres et de notre alimentation. Il est donc nécessaire de fournir les éléments essentiels à l'organisme pour qu'il puisse se défendre et maintenir un état d'équilibre. Il existe une synergie entre les différents agents antioxydants qui peut rendre la protection inefficace si un élément est manquant, d'où l'importance d'avoir une alimentation variée. Quels sont ces éléments protecteurs? Il s'agit de micronutriments comme le zinc, le cuivre, le sélénium, le manganèse, mais aussi la vitamine C, la vitamine E, le coenzyme Q10 ou les flavonoïdes et caroténoïdes, présents notamment dans les végétaux. Notre alimentation nous délivre tous les éléments qui nous permettent de faire face aux agressions oxydatives.
Pour être efficace, le sportif doit donc veiller à faire le plein grâce à une alimentation variée et équilibrée, riche en fruits et légumes, mais aussi en céréales complètes, en noix diverses, en protéines animales et végétales. Cependant, lorsque les apports par l'alimentation semblent insuffisants, notamment en raison d'une alimentation moderne largement appauvrie en éléments essentiels ces dernières années, ou encore que l'effort est très intense, la complémentation en antioxydants peut être intéressante, en particulier en période d'entraînement intensif et en compétition. Mais il conviendra de rester prudent, car tout antioxydant apporté en excès peut se transformer à l'inverse en élément favorisant l'oxydation des cellules. Voyons maintenant un autre trouble spécifique du sportif, l'acidification des tissus ou l'acidose métabolique. Pour être en équilibre et assurer le bon déroulement de ses fonctions, notre organisme doit présenter un pH sanguin très légèrement alcalin. Cet état d'équilibre est fragile car notre organisme produit de nombreux composés acides en permanence, même au repos, sous l'effet des voies métaboliques mises en jeu. La plupart des sportifs présentent un état d'acidose en raison d'une augmentation de production des déchets acides à l'exercice, mais aussi en raison d'une saturation des voies d'élimination, telles que les reins ou les poumons. Ce phénomène entraîne une accumulation acide dans le sang, les muscles et l'ensemble du corps, avec pour conséquence des blessures, des crampes, des courbatures, des gènes articulaires, de la fatigue, une mauvaise adaptation à l'effort, une déminéralisation osseuse, une dysbiose ou encore des troubles du rythme cardiaque. Au-delà de l'exercice, d'autres facteurs responsables d'une acidification peuvent se surajouter. Par exemple, des déséquilibres alimentaires avec un excès d'aliments acidifiants, comme la consommation trop importante de protéines animales, des céréales raffinées qui renferment trop de sucre simple, la faible consommation de végétaux, trop de produits transformés avec une forte concentration en sel, mais aussi un défaut d'hydratation, le stress, le surmenage, un mauvais sommeil, des carences ou déséquilibres en vitamines et minéraux, tels que le magnésium, le zinc, le sodium, le potassium. L'adaptation de l'organisme pour se protéger des changements de pH dépend de 3 mécanismes qui agissent dans un ordre chronologique. Il y a les systèmes tampons qui absorbent et neutralisent les acides puis les véhiculent vers un organe d'élimination, tel que les poumons et les reins. Ici, le stock de bicarbonate de l'organisme est très important, car ce dernier représente le tampon principal. Ces systèmes n'éliminent pas les acides, mais ils amortissent les variations de pH. Ensuite, la ventilation, qui permet d'éliminer une partie des acides pris en charge par le tampon bicarbonate et neutralisés sous la forme de CO2. Enfin, la régulation rénale. C'est le deuxième système d'élimination des acides. Elle permet de régénérer l'intégralité des molécules de bicarbonate temporairement consommées par la neutralisation des acides. Elle possède son propre système tampon. Le rein est particulièrement important car il est le seul organe à pouvoir éliminer les autres acides produits tels que l'acide phosphorique, l'acide urique ou encore les corps cétoniques. Respecter l'équilibre acido-basique est l'une des fonctions de l'alimentation et de l'hydratation qui va conditionner le niveau de performance, la récupération et prévenir les blessures chez le sportif. Chaque aliment se caractérise par un degré d'acidité ou d'alcalinité plus ou moins marqué. En effet, notre alimentation donne naissance dans le sang et dans le liquide extracellulaire à des acides et des bases. Ce n'est pas l'aliment lui-même qui est acide, mais plutôt la forme sous laquelle il est absorbé après la digestion. Les aliments acidifiants génèrent plus d'acide que de base. Il s'agit surtout des protéines animales, mais aussi des sucres simples, du sel, que l'on peut retrouver en quantité dans les aliments transformés, ainsi que dans les céréales. Le métabolisme conduit à des acides forts comme l'acide sulfurique, l'acide phosphorique ou encore l'acide urique. A l'inverse, les aliments basifiants ou alcalinisants génèrent plus de bases que d'acides. Il s'agit essentiellement des fruits et légumes, sources de minéraux alcalins. Il sera donc important de veiller à ce que l'alimentation du sportif ne favorise pas l'acidose de l'organisme en limitant les aliments acidifiants et en favorisant les aliments aux propriétés alcalines comme les fruits et légumes. Il s'agira également de bien s'hydrater avec des eaux riches en minéraux alcalinisants comme le potassium, le calcium, le magnésium et le sodium. Une complémentation éventuelle peut aussi s'avérer utile grâce à l'utilisation de boissons de l'effort qui permettent d'apporter les bons minéraux sous la forme de bisglycinate ou citrate pour une meilleure absorption et qui peuvent être prises avant ou après l'effort pour compenser la charge acide de l'exercice, favoriser la récupération et limiter la fatigue post-effort. Nous allons aborder maintenant un autre problème bien connu des sportifs d'endurance notamment, la perméabilité intestinale. L'écosystème intestinal est complexe.
Il est composé de plusieurs éléments. Le microbiote, formé par l'ensemble des bactéries locales, des cellules immunitaires, dont l'intestin est le réservoir essentiel, la muqueuse intestinale, qui est composée de cellules juxtaposées, les entérocytes, et qui forment une barrière avec le milieu extérieur, le mucus protecteur, recouvrant les cellules de la paroi intestinale, qui sert d'ancrage au microbiote, ainsi que d'autres cellules spécifiques. À l'état normal, cet écosystème communique en harmonie grâce aux bactéries résidentes localement et dont la population est équilibrée. C'est cet équilibre qui garantit l'intégrité de la paroi intestinale qui se montre très fragile. La muqueuse intestinale sert de surface d'assimilation des nutriments apportés par l'alimentation. Elle fait également office de barrière protectrice grâce aux jonctions serrées qui lient les entérocytes les uns aux autres contre des agresseurs pathogènes ou des substances étrangères contenues dans la lumière intestinale. Or, dans certaines situations, les jonctions serrées ne vont plus être efficaces pour maintenir l'intégrité de la barrière, entraînant alors une perméabilité de cette dernière. Cette situation s'appelle syndrome de l'intestin perméable ou leaky gut syndrome en anglais. Dans ce contexte anormal, les nutriments vont être moins bien absorbés et les agents pathogènes vont pouvoir pénétrer largement à l'intérieur de l'organisme et entrer en contact avec notre système de défense, facteur déclenchant une réaction immunitaire contre ces éléments étrangers au milieu intérieur. Ce phénomène va favoriser l'entretien d'une inflammation digestive et extradigestive à l'origine de divers troubles si la situation devient chronique. Des dysfonctionnements gastriques aux maladies infectieuses et inflammatoires de l'intestin, en passant par des atteintes cutanées, musculaires, tendineuses, les conséquences de l'hyperméabilité intestinale sont nombreuses et variées et présentent différents stades de gravité. Alors, quelles en sont les principales causes? L'exercice intense est un facteur de perte d'intégrité intestinale. En effet, à l'effort, le muscle, la peau, ainsi que d'autres tissus comme ceux des poumons et du cœur, vont être très sollicités et voir leur débit sanguin augmenter au détriment des organes digestifs. Cette mauvaise irrigation sanguine, ou ischémie, de la muqueuse intestinale peut engendrer une augmentation de la perméabilité et entraîner des troubles digestifs et des désordres cliniques variés. À l'effort, le sang retourne massivement à l'intestin, créant de nouveau des conditions d'irritation et à terme des fragilités intestinales. Ce sang chargé en déchets et en oxygène, avec la présence de radicaux libres, accentue encore les éventuels dégâts occasionnés durant la phase d'ischémie. Ce phénomène est appelé ischémie-reperfusion. Ces épisodes répétés inhérents à l'effort physique constituent par conséquent un double facteur de fragilité de la paroi intestinale, pouvant conduire à une hyperperméabilité et induire de nombreux troubles suite à des réactions immunitaires inadaptées. Des déficiences nutritionnelles peuvent aussi apparaître, car les dégradations de la muqueuse et des jonctions serrées favorisent la perte de récepteurs et des voies de passage réservées à l'absorption des micronutriments de notre alimentation. Ce phénomène s'observe beaucoup chez les sportifs d'endurance et va être d'autant plus important que l'effort est intense ou en présence d'une hydratation insuffisante ou inadaptée. À l'effort, l'intestin est donc très stressé d'un point de vue physiologique. À cela peut se surajouter la prise chronique de certains médicaments, comme particulièrement des anti-inflammatoires non stéroïdiens souvent prisés par les sportifs, l'ingestion d'aliments inadaptés, le stress, les dysbioses intestinales, facteurs accélérant fortement l'altération de la muqueuse. Mais aussi un affaiblissement du terrain en lien avec des situations susceptibles d'abaisser les défenses de l'organisme, comme une infection, un traitement médical lourd, un choc émotionnel. Ou encore, notre mode de vie moderne, qui tend le plus souvent à la stérilisation à outrance, la pollution de notre environnement, la surexposition aux toxiques. Or, nous sommes tous confrontés à de nombreux de ces facteurs. Les conséquences d'une hyperperméabilité intestinale sont telles que de la fatigue, une sensibilité aux infections, des carences par malabsorption, le ralentissement de la récupération allant parfois jusqu'au syndrome de surentraînement, mais aussi des troubles digestifs tels que des ballonnements, des douleurs abdominales, des troubles du transit, comme pour 30 à 50% des sportifs, mais aussi des troubles extradigestifs, comme les problèmes musculaires ou tendineux, des réactions immunitaires désadaptées, comme la non-reconnaissance du soi, et ou la mauvaise défense contre les agressions. Dans un but de prévention toujours, mais aussi une fois les troubles installés, il convient d'agir au plus vite pour restaurer l'intégrité intestinale.
Dans l'ordre, il s'agira de cicatriser l'intestin durablement par l'apport de glutamine, de zinc, de vitamines A, B, C ou D. Ensuite, de combattre la dysbiose et donc de rééquilibrer la flore intestinale par l'apport de probiotiques et de prébiotiques. Et enfin, de rétablir une bonne immunité par l'apport toujours de vitamines B, C, D et E, minéraux et oligo-éléments. L'apport de tous ces éléments est essentiel, mais il s'agira aussi de lutter favorablement contre le stress induit par le sport de compétition. Enfin, il conviendra de manger dans le calme, de bien mastiquer ses aliments, de s'hydrater suffisamment en évitant les boissons trop froides, trop acides ou trop concentrées, ainsi que les boissons énergisantes, de limiter la consommation d'irritants pour le système digestif tels que l'alcool, le café, certaines épices, de consommer régulièrement les aliments sources d'éléments protecteurs comme les acides gras insaturés contenus dans des huiles bio vierges de première pression à froid type olive, colza, noix, chanvre, lin, des poissons gras tels que sardines, maquereaux, harengs, des antioxydants comme on a pu le voir, des fibres contenues dans les végétaux, les céréales complètes, les légumineuses, et aussi de la glutamine, acide aminé essentiel à la régénération de la muqueuse intestinale que l'on retrouvera dans les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses et les céréales. Enfin, j'ai souhaité finir cette présentation par quelques conseils plus généraux mais qui ont toute leur importance. Il est important de bien penser à mastiquer les aliments quand on mange pour assurer une meilleure digestion et une meilleure assimilation des nutriments. Il sera également important de prendre le temps de manger et dans le calme surtout. Il peut être intéressant aussi de privilégier, si possible, une alimentation biologique ou de culture raisonnée, limitant l'ajout de pesticides, de saison et locale. Enfin, un petit point sur les modes de cuisson. Il serait intéressant de privilégier des modes de cuisson dits non toxiques, à la vapeur et notamment la vapeur douce, et de limiter les temps de cuisson pour assurer les goûts et la nature des aliments. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté quelques informations pratiques. Elle n'avait pas pour but d'être exhaustive, mais plutôt de vous faire découvrir ce qu'est la naturopathie et ce que cette approche complémentaire peut apporter dans la prise en charge du sportif. Je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport à tout ce qui aura été abordé dans cette présentation. Merci.